Aurélie, bonjour, merci de témoigner. Bonjour à vous deux et très bonne année. Merci, vous aussi Aurélie. Merci. Donc vous avez vous aussi subi l'inceste de la part d'un oncle, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ce qui est évidemment grave aussi, puisque c'est quelqu'un de la famille, hein, donc quelqu'un qui est censé nous protéger. Ah, totalement, surtout quelqu'un que je voyais très souvent, en termes de 2 week-ends par mois, pendant de longues années. Donc ça commençait toujours par des moments de plaisir et bien sûr à la fin c'était des moments de subir. Quand vous dites des moments de plaisir, c'est-à-dire qu'il jouait avec vous, qu'il vous emmenait qu'il vous faisait partager des choses agréables, mais qui n'avait rien de sexuel. Non, en fait, il m'emmenait à la piscine, il m'emmenait comme un tonton normal. Non, mais parce que le terme aurait pu prêter à confusion. Donc il y avait des moments partagés agréables et puis ensuite du sexe, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y avait une personnalité qui changeait vraiment du tout au tout. Je ne le connaissais pas du tout. C'est ça, donc ça c'est intéressant parce que j'imagine qu'à ce moment-là, ça devait provoquer chez vous une sorte de frayeur quand tout d'un coup vous Dr Jekyll était bien et puis arrive Mr Hyde, hein, c'est ça? Ah oui, et puis surtout c'est ce qui m'a complètement chamboulée et perturbée après dans mon adolescence et dans la femme que je suis devenue. Parce que c'est des terreurs que j'ai gardées en fait. Vous aviez quel âge? J'avais 8 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et pourquoi ça s'est arrêté? Comment? Alors ça s'est arrêté parce que je l'ai repoussé en étant dans l'adolescence. D'accord, ok. Mais par contre, j'ai parlé qu'à l'âge de 18 ans. Ah oui, comme souvent. Et comment ça s'est passé quand vous avez parlé? Alors, en fait, c'est ma mère qui l'a appris. Elle a fait une réunion de famille où elle a regroupé mon père, mes grands-parents et mon oncle. En fait, c'est que ma mère qui m'a soutenue. Mon père... il voit toujours son frère à l'heure d'aujourd'hui, il m'a toujours mis de côté. D'accord. Il fait comme si c'était rien passé. Et mes grands-parents m'ont supplié de ne pas porter plainte contre leur fils. Et ils ont étouffé l'affaire entre eux, en fait. On voit encore une fois, Arnaud Gallet, hein, comment finalement la victime est écrasée pour que la famille reste propre. 9 fois sur 10, et ce qui est important de rappeler, c'est que bien sûr qu'il faut soutenir, et au-delà du soutien d'ailleurs qui peut être apporté, au regard de la loi, hein, si on s'en tient à la loi, logiquement c'est même des faits qu'on peut signaler, et notamment quand on est face à quelqu'un qui était enfant au moment des faits. Et on voit bien qu'on ne le fait quasiment pas. Je rappelle les chiffres que je donnais tout à l'heure, hein, sur 33 000 personnes que nous avons auditionnées dans le cadre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, 92% d'entre elles finalement n'ont pas été protégées. Elles ont subi ce qu'on a appelé, nous, un soutien social négatif, donc comme celui qui est évoqué là, et je pense que c'est important de le rappeler. Et c'est vrai qu'il y a une dimension culturelle, sociétale, sur laquelle on doit travailler. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que ça nous coûte de dire à un enfant « je te crois, je te protège », pourquoi les enfants raconteraient des histoires, etc. Et puis au-delà de ça, encore une fois, si on regarde la loi, il y a un truc qui va pas du tout. C'est-à-dire que la loi prévoit déjà en fait les choses. Donc c'est sûrement là-dessus d'ailleurs qu'on va pouvoir avancer, à mon sens, collectivement, parce que il y a quand même quelque chose qui est pas clair. Et sur le plan psychologique, Aurélie, qu'est-ce que vous diriez? Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on entend? On entend un père qui préfère négliger ce que vous avez subi pour rester en bon terme avec son frère. Comment vous interprétez ça, vous? Comment vous l'avez interprété, Aurélie? Alors, même si aujourd'hui je vais bien, parce que j'ai travaillé longtemps dessus, ça a été des années de sentiments d'abandon, de rejet, le fait aussi de ne pas m'aimer moi-même. Il y a le fait surtout que j'aime beaucoup le thème d'aujourd'hui parce que l'enfant que je suis s'est construit comme ça en étant adulte. Donc j'ai gardé des terreurs nocturnes, le fait que je ne peux pas dormir seule encore aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Je suis dans l'hyper-méfiance. Je travaille dessus encore, mais ça viendra petit à petit. Je suis confiante. Mais l'enfant qui a souffert, pour moi, s'il n'est pas traité de suite, ça garde des séquelles pour la personne adulte après. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, quoi qu'on vive dans l'enfance, ça a son importance. Enfin, je vais rappeler que la sexualité de qui que ce soit, elle se construit de manière très cognitive. Donc forcément, ce que vous avez subi a des influences sur votre sexualité, même si vous avez travaillé dessus et que ça va mieux, etc. Mais forcément, et c'est...
y a des choses qui restent, c'est tout. Alors après, il faut l'accepter. Et ça, j'entends bien que vous avez fait le travail et que vous l'acceptez. Il faut accepter qu'on est comme ça et que de toute façon, on ne le changera pas. Oui, puis ce que je trouve beau, moi, dans votre message, c'est quand même qu'il y a cette dimension de l'espoir. Vous le dites vous-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme ça, mais finalement, en sous-entendant que ça peut changer demain. Donc, vous avez raison. Et je pense qu'il faut aussi que nous soyons toutes et tous conscients de ça, c'est-à-dire que on avance à notre rythme. Et on avance à notre rythme, et après, c'est vrai qu'il y a un tas de choses qui peuvent nous aider. Ça peut être des psys, ça peut être, je sais pas, différentes choses, etc., qu'on peut saisir. De parler aussi. De parler, bien sûr. Ou d'écrire, puisque je crois que vous avez écrit un livre, Aurélie. Oui, tout à fait. Murmure de résilience à ce sujet, oui. Super. Et ça, c'est aussi... Le prochain qui va traiter de l'inceste, pardon, excusez-moi. Je vous en prie, Aurélie. Je vous en prie. Mais du coup, excusez-moi, pour vous dire, juste sur l'espoir... je veux dire, c'est ce qui me restait à moi, c'était ça justement, ne pas lui donner à cet homme cette impression de pouvoir qu'il pouvait garder sur ma vie de femme. Bien sûr. Donc il fallait absolument que cet espoir, je le transforme et que je prenne ma vie en main et qu'aujourd'hui je sois complètement heureuse et épanouie. Pas pour lui, mais pour moi. Et cet homme, je lui dois rien à part ma victoire sur le passé. C'est très bien dit. C'est joliment dit, en tout cas, oui. Mais vous m'avez pas répondu sur comment vous interprétez que votre père ait préféré. Qu'est-ce que vous pensez de son rapport à son frère, justement? Mon père, il est très lâche. C'est un homme très lâche. Et son frère aurait de l'emprise sur lui? Alors, de l'emprise, honnêtement, non, je pense pas. Mais mon père, c'est un homme égoïste, lâche, qui n'aime pas les conflits. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est son frère aîné ou enfin, excusez-moi, c'est par curiosité que je vous pose ces questions parce que je trouve ça intéressant de comprendre pourquoi parce que vous êtes quand même sa fille. Enfin, c'est quand on sait à quel point un enfant pour un père, c'est quand même quand il est normal. Hein. Mais, pardon, vous parliez du grand-père, oui. Oui, alors mon grand-père savait déjà que son fils avait déjà des problèmes à l'enfance. Il y avait eu des choses qui avaient été remarquées avec mon arrière-grand-père notamment. Et en fait, mon père, c'est l'aîné. Mon père a eu plutôt, on va dire qu'il a toujours été choyé, mis en avant. Et son petit frère, c'était l'inverse un peu. C'était celui qui ratait un peu tout, qui n'avait pas de chance avec les filles. Voilà, mon père, il était toujours bien vu, mis sur un piédestal. Oui, puis c'est un réflexe finalement clanique, c'est de se dire on maintient l'ordre familial et au détriment, bien entendu, de la parole de sa propre fille ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement de manière assez régulière. J'en ai moi-même d'ailleurs fait les frais au passage, mais comme énormément de personnes. Et finalement, on l'entend parce que c'est l'idéal type de la famille. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, et puis il ne faudrait pas que l'extérieur le sache. Est-ce qu'il ne serait pas temps que justement on entende tous en tant qu'adultes que c'est un crime d'abuser un enfant et que donc c'est un crime très très grave et qu'on peut pas passer outre, même si c'est son frère, même si c'est son mari, même si, enfin, vous voyez, je pense qu'on avancerait quand même aussi si on se rendait plus compte, que monsieur, madame, tout le monde se rende plus compte de ce que ça représente. C'est quand même, enfin, je veux dire, c'est pire, quoi. Enfin, c'est en ce sens que la prise de parole d'Aurélie et de bien d'autres, finalement, elle est aussi politique. C'est-à-dire qu'elle vient finalement interroger quelque chose de notre propre culture, de notre manière, effectivement, dont on dysfonctionne. J'allais dire dont on fonctionne, mais autant dire les choses clairement, on dysfonctionne, donc c'est important. Et ça, c'est essentiel. Et c'est vrai que très souvent, le réflexe qu'on entend très souvent, enfin le réflexe, la réponse qu'on peut entendre quand une personne prend la parole, c'est de dire t'es courageuse, etc. Et très souvent, les victimes, en fait, demandent quoi? Demandent que ça n'arrive plus du tout à d'autres. Et donc que la société vienne s'interroger. Et je trouve que dans ce témoignage-là d'Aurélie, là où c'est fort, c'est que il y a quand même toute cette question-là aujourd'hui qui est posée, c'est de se dire tiens, moi j'ai subi ça. Et je ne veux plus jamais, finalement, même si c'est pas dit comme ça, que d'autres le vivent de cette manière-là. Et c'est vrai que venir interroger cette dimension sacrée de la famille, enfin, on le voit bien quand même, qui doit quand même nous interroger. Quand on sait que 80% des violences faites aux enfants ont lieu au sein de la famille, alors c'est important de dire, ça veut pas dire que toutes les familles dysfonctionnent, bien entendu, mais quand même, ça veut dire que quasiment quand on cherche les violences, elles sont quand même au sein de la famille. Bon, ça doit nous interroger aussi sur notre capacité, évidemment, à déconstruire aussi cet idéal type pour éviter de se retrouver face à quelque chose où on a l'impression à chaque fois d'être surpris
Alors, pour un petit peu secouer tous ceux qui nous écoutent, je vais prendre un exemple, Aurélie, vous me direz si vous êtes d'accord. Si un adulte dans la famille coupait le bras d'un enfant, je crois que ça choquerait vraiment tout le monde. Et quelque part, Aurélie, est-ce que ce que vous avez vécu, c'est pas aussi pire que si on vous avait coupé un bras ? Ah oui, on m'a même coupé plus qu'un bras. Bon, merci de votre réponse. C'est normal. Mais pour vous répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, la réponse de mon père, quand il a appris ce que son frère avait fait, parce que son frère lui a dit en face, mon oncle a tout avoué ce jour-là. Ah oui, c'est la question que j'avais. Mon père m'a dit, viens, on va au restaurant, ça ira mieux après. C'est ça, du coup, moi, il a banalisé. Oui. Il a banalisé parce qu'il a pas. C'était sans doute trop difficile pour lui de réaliser, donc il a été dans le déni de ce que vous avez vécu. Il a reconnu quand même, ce qui est incroyable. C'est-à-dire que très souvent, on a des agresseurs qui, pas tout le temps, mais qui sont dans le déni, etc., ou qui vont chercher à minimiser. Là, mais là, c'est le père qui est dans le déni. Oui, bien sûr, ce qui est courant, bien sûr. Merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Aurélie.